Bonjour et merci à toutes les personnes qui ont décidé de participer à ce webinaire aujourd'hui. Le webinaire, juste pour que vous sachiez que vous êtes à la bonne place, de un, c'est en français et de deux, le thème est, je vais regarder de ce côté parce que j'ai deux écrans devant moi, meilleures pratiques pour favoriser l'établissement et l'intégration des élèves et de leurs familles nouvellement arrivées au Canada. J'ai le plaisir d'avoir mes collègues avec moi aujourd'hui, Randa Meshki, Yolande Douaim-Pita, Céline Duguay, et nous avons aussi d'autres membres qui partagent l'écran avec Céline, qui voulait absolument participer à ce webinaire-là. À la fin, nous aurons 15 minutes pour une session de questions et réponses. Vous allez voir qu'il y a en bas de l'écran un bouton Q&A, ou bien comme chez moi, c'est en français Q et R, donc questions et réponses. N'attendez pas la fin de la présentation pour poser vos questions. Allez-y, écrivez-les et à la fin, nous aurons le plaisir, dans le fond, c'est Yolande qui lira les questions et Yolande et ou Brenda aura le plaisir d'y répondre. Sur ceci, je vais partager mon écran et nous allons commencer le webinaire. Kwekwe, nous reconnaissons que nous avons le privilège d'habiter sur une terre que les peuples autochtones, Premières Nations, Métis et Inuits, ont cultivée et dont ils ont pris soin depuis des millénaires. Personnellement, je vis sur les terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Mohawks, Canyen, Kehaka. Je rétablis mon engagement à désapprendre, apprendre et réapprendre. Le bureau du COPA national, quant à lui, est situé sur les terres d'Adobigog, à l'origine de l'appellation Etobicoke, qui signifie là où les aulnes poussent en langue ojibwe. Cette région fait partie du territoire traditionnel des Wendat, des Anishinaabe, des Mississaugas et des Haudenosaunee, lesquels se sont engagés à partager le territoire et à protéger la terre dans un esprit de paix, d'unité et d'harmonie. Chinashkumuten, Miigwech, Niawen. Merci. Et c'est ainsi que je passe la parole à notre chère Randa Meshki pour continuer cette session. Randa, à vous la parole. Merci beaucoup, Louis. Ça me fait tellement plaisir d'être aujourd'hui avec vous. Et c'est un grand privilège de pouvoir présenter un atelier sur les meilleures pratiques des élèves et familles nouvellement arrivées. Donc, avant de commencer dans le cœur de cet atelier-là, j'aimerais bien juste vous dire qui nous sommes. Le COPA national a commencé le COPA, le Centre ontarien de prévention des agressions, a commencé en 1995. C'est un organisme francophone à but non lucratif et notre expertise, c'est de développer les formations des programmes de prévention des agressions, les ressources éducatives et pédagogiques et aussi livrer les ateliers aux élèves, au personnel et aux parents à toutes les écoles de langue française en Ontario. Et deuxième chose, nous avons aussi un autre chapeau qui est très important, que nous sommes la coordination provinciale du programme des travailleuses et travailleurs en établissement dans les écoles en Ontario. Nous avons été choisis en 2009 et je vais vous parler de l'historique de ce programme-là parce que j'ai eu l'honneur et le privilège de le conceptualiser et de le voir grandir jusqu'en 2022. J'aimerais bien aussi reconnaître que notre organisme a eu plusieurs prix pour souligner l'importance de sa contribution à l'éducation publique. Nous avons eu des prix de la Fédération canadienne des enseignantes et enseignants, ainsi que des prix de l'Association des enseignantes franco-ontariennes de l'Ontario. Donc, c'est une fierté pour nous et ça nous fait tellement plaisir de pouvoir vous parler de l'historique de notre organisme, mais surtout le programme des travailleuses et travailleurs en établissement. Donc, en 2001, le programme SWIS, qui est le programme des travailleuses et travailleurs en établissement dans les écoles,
a débuté en 2001 par la coordination provinciale anglophone. Les francophones de la région d'Ottawa et de Toronto, ils étaient sous l'égide de ce programme anglophone. Et en anglais, on l'appelle SWIS, Settlement Workers in Schools. En 2007, les fournisseurs de services francophones de Toronto et de l'Ontario et d'Ottawa, ils ont insisté pour qu'il y ait une coordination provinciale francophone pour deux raisons. D'abord, les enjeux des francophones sont complètement différents de ceux des anglophones au niveau de l'identité francophone, la barrière linguistique des nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants, et aussi que la plupart des TE francophones ne parlaient pas bien l'anglais. Donc, ils ont reçu toutes les ressources en anglais traduites en français. J'aimerais bien juste dire que de vivre l'identité francophone, ce n'est pas une langue de seconde langue. Ce n'est pas la traduction qui va le faire, le fait que nous, on vit notre identité francophone. Donc, c'est un ayant droit et les deux régions, Toronto et Ottawa, ils avaient raison de pousser pour une coordination provinciale dont le COPA à cette époque-là était privilégié de vraiment avoir cette coordination. En 2009, on a été choisi par un concours de l'immigration réfugiés de Citoyenneté Canada pour ces raisons suivantes. Première raison, parce qu'on avait l'expertise de créer des ressources pédagogiques et éducatives, de créer les formations, les programmes de prévention des agressions aux adultes, aux élèves et aux parents. Deuxième chose, nous avons établi nos partenariats parce que c'était un organisme provincial. Nous avons établi des partenariats avec tous les conseils scolaires publics et catholiques. Troisième chose, que tous nos programmes sont fondés sur des recherches pour réduire la vulnérabilité des divers groupes marginalisés dans notre société, dont fait partie les nouvelles et nouveaux arrivants. En 2019, les agents et les agents d'IRCC national, ils ont approché notre agent d'IRCC provincial pour qu'on puisse s'inspirer du modèle des TE en Ontario. J'aimerais bien juste dire que nous sommes tellement fiers qu'en 2021, le COPA on a offert des services à l'échelle nationale. On avait offert une formation des TE à l'organisme de la district scolaire francophone sud de Nouveau-Brunswick et à l'organisme francophone albertaine pluriel FRAP de l'Alberta. En septembre 2021, le COPA est devenu un organisme fédéral qui s'appelle COPA National et nous avons aussi, le COPA national est un organisme francophone par et pour les francophones, mais nous avons aussi une capacité anglophone que nous pouvons l'offrir à l'échelle nationale et à l'échelle provinciale. Tout dépend des fonds disponibles. En 2022, aujourd'hui, le COPA et DTE, on offre ce programme-là à 10 régions et 50 TE. Nous avons commencé en 2009 avec 2 régions, Toronto et Ottawa. Maintenant, nous sommes rendus à 10 régions et il y a plus que 50 TE qui participent dans notre réseau de la coordination de réseau des TE. Donc, qu'est-ce que c'est le programme des TE? Le programme des TE, c'est un programme pour aider les familles nouvellement arrivantes et les élèves nouvellement arrivants à s'intégrer dans le milieu scolaire et la société canadienne. Donc, le but, c'est de les aider à s'établir dans la communauté et aussi de les intégrer pour connaître le système de l'éducation de langue française en Ontario. Nous avons plusieurs composantes dans le programme des TE et dans chaque région, nous avons un comité consultatif régional où plusieurs acteurs participent à ce comité-là pour qu'on puisse identifier les défis, les lacunes dans la région et qu'est-ce que la coordination provinciale avec les autres acteurs dont nous allons parler tantôt, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment surmonter ces défis. Les travailleurs en établissement, ils facilitent l'intégration. Donc, ils vont pouvoir soutenir les familles, les élèves nouvellement arrivés pour qu'ils puissent s'intégrer dans le système de
éducation et aussi s'intégrer dans la société canadienne. Donc, il y a des travailleuses, travailleurs en établissement, ils travaillent dans les écoles élémentaires ou primaires et dans les écoles secondaires. Lorsqu'ils travaillent dans le niveau élémentaire, ils vont travailler beaucoup plus en contact avec les familles pour leur offrir un soutien au niveau d'intégration et d'établissement. Donc, le soutien qu'ils peuvent offrir aux parents, ils peuvent être vraiment l'intermédiaire entre l'école et la maison. Ils peuvent aussi revendiquer les droits des familles nouvellement arrivées, des élèves nouvellement arrivés s'ils vivent toutes sortes d'oppression, l'intimidation racialisée, et aussi d'établir les liens entre le personnel d'école et les parents nouvellement arrivés pour soutenir et s'engager dans la vie scolaire de leurs enfants. Dans le niveau secondaire, on sait que les parents sont moins impliqués dans les écoles secondaires, donc les TEE, ils vont travailler plus avec les élèves des écoles secondaires, puisque notre approche, c'est aussi l'autonomisation, et ils vont offrir un soutien en matière d'établissement aux jeunes. Donc, les jeunes, ils vont pouvoir sentir intégrés avec l'appui et le soutien des travailleuses et travailleurs en établissement dans les écoles. Donc, c'est quoi les rôles et les responsabilités de ces travailleuses, travailleurs en établissement? Donc, tout d'abord, ils ont besoin d'entrer en contact avec les parents nouvellement arrivés ou les tutrices, les tuteurs, les jeunes, les écoles secondaires, pour qu'ils puissent les aider à répondre à leurs besoins. Donc, ils vont faire une évaluation des besoins. Et selon l'évaluation des besoins, le rôle, c'est de les orienter et les aiguiller vers les services et les ressources dans la communauté pour s'établir. Mais à l'intérieur de la communauté scolaire, ils vont faire le lien avec le personnel d'école et aussi les aider à s'intégrer au niveau de négociation des valeurs, au niveau de s'impliquer dans la vie scolaire des écoles pour le bénévolat, de mieux comprendre comment ils peuvent soutenir leurs enfants. Deuxième chose aussi, qu'ils vont offrir des sessions d'information aux parents et au personnel d'école. Le personnel d'école, c'est pour leur expliquer c'est quoi leur rôle en tant que travailleuses, travailleurs en établissement dans les écoles, et pour les parents, pour qu'ils puissent adresser les thèmes et les enjeux liés avec leur vécu, surtout à l'issue de l'immigration, l'impact de l'immigration, les formations qu'ils peuvent donner, comment ils peuvent, par exemple, au niveau de discipline alternative sur les lois dans notre société canadienne qui est quelquefois, soit qu'elles n'existent pas ailleurs ou il y a des lois pour la protection des jeunes et des enfants, mais quelquefois ne sont pas compatibles avec la loi canadienne. Donc, les TI vont préparer toutes sortes de séances d'information pour qu'ils puissent vraiment soutenir les parents nouvellement arrivés et les aider à mieux s'épanouir dans notre société, la nouvelle société qui est le Canada. Ils vont aussi aider le personnel de mieux comprendre les besoins des élèves nouvellement arrivés et les parents pour que les élèves ne vivent pas d'oppression si on interprète mal leurs besoins. Des fois, malheureusement, si on voit un enfant nouvellement arrivé qui bouge beaucoup, tout de suite, nous allons peut-être le diriger vers des services pour l'évaluer psychologiquement. Par contre, la source de ce problème, ça n'a rien à voir avec les services psychologiques. On a besoin d'être sensible à leur vécu. Si cet élève-là vient d'un pays qui a été traumatisé de la guerre ou qui est dans un camp réfugié, bien sûr, il va agir d'une façon parce qu'il n'a pas la sécurité et l'appartenance qui se trouvent dans l'école. Donc, le personnel, des fois, sans l'aide des TEE, des travailleuses, travailleurs en établissement, ils vont manquer des fois des enjeux liés à ce vécu-là pour vraiment offrir l'aide et le soutien nécessaires. Donc, qu'est-ce que le COPA, la coordination provinciale, fait en tant que soutien? Donc, d'abord, oui, c'est soutien. Nous sommes la voix, on porte la voix des travailleuses, travailleurs en établissement pour qu'on puisse revendiquer leurs droits.
Ça veut dire quoi, revendiquer les droits des TE? Ça veut dire que lorsque les fournisseurs de services et les écoles et les conseils signent une entente entre le fournisseur de services pour embaucher des TE et les conseils, les écoles, ils ont une responsabilité de respecter cette entente. Dans l'entente qui a été signée entre IRCC et le fournisseur de services, c'est d'offrir, par exemple, un local à chaque travailleur en établissement, d'offrir les services d'Internet pour qu'ils puissent, comme, bien sûr, faire leur travail, faire la recherche, faire les statistiques. Des fois, malheureusement, il y a des défis systémiques qu'on ne peut pas répondre à cette entente-là. Donc, la coordination provinciale, on entend la voix des TE, on entend tous les défis systémiques et régionaux, et nous allons pouvoir mobiliser les conseils, mobiliser les agents de liaison communautaire dans chaque conseil pour que les TE puissent faire son travail avec toute confidentialité, avoir un local pour accueillir les familles avec tout, comme dans un local. Donc, la coordination provinciale aussi, on offre des soutiens pour les fournisseurs de services. Ça veut dire que si, au niveau d'évaluation des besoins, comment nous pouvons renforcer la capacité de nos fournisseurs de services d'encadrer les TE. Nous pouvons offrir des formations aux responsables des travailleurs en établissement pour qu'ils puissent soutenir les TE lorsqu'ils vivent des situations difficiles. La coordination provinciale aussi fait la promotion de programmes des TE. Nous sommes tellement chanceuses et chanceux que nous faisons la promotion du programme des TE aussi à travers nos programmes de prévention des agressions. À chaque fois que notre équipe est dans une des écoles en Ontario, nous invitons les travailleuses et travailleurs en établissement pour qu'ils puissent joindre le personnel des écoles afin de faire la promotion du programme des TE, faire connaître le rôle de TE dans l'école et aider à établir le lien entre les TE et le personnel dans le cadre de programmes de prévention des agressions. Nous offrons aussi une formation aux nouvelles et nouveaux TE. La formation que les TE vont avoir de la part de la coordination provinciale, c'est une formation intensive exhaustive. Ce n'est pas seulement pour leur dire quoi faire et ne pas faire. Cette formation-là, d'abord, la plupart de nos TE sont des travailleuses travaillant en établissement. Eux et elles-mêmes sont des immigrants qui sont venus au Canada, qui ont, et quelquefois c'est très récent et quelquefois depuis longtemps. Donc, on travaille d'abord sur soi-même. Nos formations, on va aller avec beaucoup en profondeur pour explorer la multiple d'identité, pour qu'on puisse vivre en paix, pour qu'on connaisse nos droits à la sécurité, pour qu'on puisse parler, on parle des droits d'appartenance, lorsqu'on parle des droits d'appartenance, on parle aussi de l'inclusion et de la question de diminuer les systèmes d'oppression, discrimination et l'intimidation racialisée. Lorsqu'on parle de la promotion de l'équité et l'inclusion, on parle d'une éducation inclusive. Donc, on parle de pouvoir systémique, de pouvoir individuel qui rentre dans nos relations interpersonnelles, dans notre équipe et aussi dans la société avec qui nous travaillons. Nous parlons de toutes les injustices sociales que, en tant que travailleurs en établissement, on avait déjà vécu, on a passé à travers, mais quels sont les outils pour qu'on puisse vraiment et travailler pour renforcer ma capacité d'avoir des outils, de pouvoir accueillir les familles nouvellement arrivées sans que ces injustices me touchent. Parce que si moi, je suis pas, je prends pas soin des injustices et je ne reconnais pas les injustices que j'ai vis d'une façon quotidienne, je n'aurai pas vraiment les outils nécessaires pour pouvoir aider quelqu'un d'autre. Donc, la formation, c'est qui suscite beaucoup de réflexion, suscite beaucoup des activités individuelles
pour qu'on puisse reconnaître notre pouvoir avec les familles nouvellement arrivées qui ont moins de pouvoir dans la situation et comment je peux équilibrer mon pouvoir d'une façon pour soutenir, pour les écouter et pour leur donner l'espoir que demain, ça va être meilleur. La formation aux nouvelles et nouveautés, on prend beaucoup de soins pour faire beaucoup de réflexions et aussi de les suivre et suivre leur cheminement professionnel tout au long de leur profession en tant que travailleurs en établissement. Une fois par année, la coordination provinciale aussi organise des séances de perfectionnement professionnel. On va faire venir toutes les 50 TE en Ontario à Toronto, où le COPA national, c'est le siège social de COPA national, pour qu'on puisse leur donner des formations de renforcement des capacités au niveau de la santé mentale, au niveau des techniques d'animation, au niveau de toujours jouer le rôle de leadership, au niveau de démystification de l'aide à l'enfance, pour qu'ils soutiennent les familles nouvellement arrivées dans des sujets qui sont très délicats. Et au niveau de l'intimidation, notre expertise aussi dans le domaine et autres selon le besoin des TEE. Nous avons aussi le rôle pour soutenir le comité consultatif de chaque région. Comme j'ai dit auparavant, le COPA national siège dans tous les comités régionaux. On se rencontre 3 à 4 fois, quelquefois 2, pour identifier les défis régionaux dans la région et mettre un plan d'action. Qu'est-ce qu'on peut faire pour surmonter ces défis? Ce n'est pas seulement les organismes communautaires qui embauchent les travailleurs en établissement. Nous avons aussi des conseils catholiques qui ont le contrat de TEE qui jouent aussi le fournisseur de services, mais nous participons la même chose avec tous les fournisseurs de services si c'était provenant d'un organisme communautaire ou d'un conseil scolaire. Nous développons notre expertise de développer des initiatives ANA. Cette initiative, c'est l'acronyme, c'est Accueil des nouvelles et nouveaux arrivants. Ça, nous avons développé les initiatives des formations des alliés. Les alliés font partie de l'école secondaire qui vont jouer le rôle de leadership qu'ils ont passé par l'issue de l'immigration et le parcours de l'immigration. Et ça fait 2 ans qu'ils sont ici au Canada, ils connaissent l'infrastructure de l'école. Nous allons leur donner une formation de 2 jours pour et renforcer leur capacité de leadership. La même chose, travailler sur leur identité et la multiple d'identités, travailler sur les injustices, racisme, sexisme, homophobie et toutes les autres injustices qu'ils peuvent peut-être ils ont fait face, et aussi pour qu'ils puissent encadrer les élèves nouvellement arrivés. Donc, l'initiative ANA, ça c'est pour les écoles secondaires, les alliés des écoles secondaires qui vont accueillir les élèves nouvellement arrivés des écoles secondaires. Donc, et avec le soutien des travailleurs en établissement. Jona, c'est la même chose, nous avons développé un programme qui s'appelle Journée d'orientation des nouvelles et nouveaux arrivants. Ça, c'est une journée où les parents des écoles intermédiaires de 7e et 8e participent avec les alliés pour qu'ils puissent aussi renforcer la capacité des alliés d'accueillir les élèves de la 7e et 8e année dans les écoles. Et pourquoi c'est une journée? Parce que les parents, les 7e, 8e, ils sont dans un palier élémentaire. Donc, le rôle des parents est très important dans la vie des élèves de 7e, 8e. Donc, les parents vont avoir des ateliers qui seront offerts par les TEE et les élèves, ils vont avoir des ateliers qui seront offerts par les alliés et les TEE. Donc, cette journée-là est divisée. Une partie que les parents vont avoir leurs propres ateliers, une autre partie, les alliés de la 7e, 8e qui vont offrir des brise-glaces et des ateliers aux élèves nouvellement arrivés. Mais à la fin, tout le groupe va pouvoir s'en sortir avec une façon de voir comment nous pouvons nous intégrer dans la nouvelle école pour les 7e, 8e. Année, nous sommes en train de développer, on a développé une nouvelle initiative, c'est l'accueil des nouvelles et nouveaux
arrivants de l'école élémentaire, que nous allons le piloter cette année à partir de juillet 2022. C'est pour les élémentaires de la 4e à la 6e année. Aussi, la coordination provinciale convoque le comité provincial, c'est une fois par année, dans lequel tous les agents de IRCC, tous les fournisseurs, les DG et les responsables du programme DTI dans chaque région vont participer, les agents de liaison communautaire des conseils dont ils profitent du programme DTI vont participer. Donc, c'est une journée à peu près pour qu'on se réunisse avec la coordination provinciale. C'est la coordination provinciale qui va aussi partager toutes les ressources que nous avons lors de la journée, et aussi des fois, on va offrir un atelier, soit en invitant un consultant de l'externe, ou c'est COPA National qui va offrir un de nos ateliers aux membres du comité consultatif. Donc, cette journée-là, nous allons expliquer toutes les activités que la coordination provinciale avait fait depuis 1er avril de l'année jusqu'à la fin de l'année fiscale. Et aussi, nous allons partager le nombre des alliés, les formations que nous avons offert aux alliés, aux nouvelles et nouveautés et les défis systémiques, qu'est-ce que nous avons fait et comment nous voyons le progrès de chaque programme dans la région, et aussi les futurs programmes ou les futures formations que le COPA national est en train de le faire. Donc, cette année, par exemple, nous allons développer on a déjà développé, mais nous allons finaliser la formation qui s'appelle l'humilité internationale, pour qu'on puisse l'offrir à toutes les travailleuses et travailleurs en établissement dans les écoles, afin d'avoir les outils lorsque nous accueillons des familles nouvellement arrivées, de quelle façon, de quelle sensibilité nous pouvons vraiment garder notre pouvoir et respecter les droits de chaque personne. Donc, pour avoir vraiment, la coordination provinciale ne peut pas travailler toute seule, parce que nous avons besoin des acteurs pour la réussite de ce programme. Les TI, c'est le cœur de notre programme. C'est les TI qui sont toujours sur le terrain, qui vivent toutes sortes de défis d'une façon continuelle. Donc, pour soutenir les TI, nous avons besoin de la coordination provinciale. Nous avons besoin des conseils scolaires publics et catholiques qui vont fournir et qui vont répondre aux ententes de ce programme. Et nous avons aussi les organismes régionaux qui ont le programme des TIE, et bien sûr l'immigration, réfugiés, citoyenneté Canada, qui est toujours là avec nous dans le comité régional et dans le comité consultatif provincial pour écouter les besoins, et ensemble, nous allons mobiliser pour qu'on puisse surmonter ces besoins-là, afin que les TI puissent faire leur travail de la meilleure façon possible. La cyberintimidation Nous est une aimerais agression. on aimerait bien vous montrer une des ressources que nous offrons lors de l'atelier, la formation des alliés aux élèves secondaires et élémentaires, 7e, 8e et de la 9e à la 12e, que nous avons développé pendant la pandémie. Toutes les formations des alliés se font en présentiel dans chaque région. Les 10 régions que nous avons, c'est Ottawa, Sudbury, Toronto, Peel, Waterloo, Kitchener, Hamilton, Niagara, Windsor, London, Oshawa, je pense c'est ça. Donc, pendant la pandémie, nous n'avons pas eu, bien sûr, à cause des restrictions provinciales, nous ne pouvions pas offrir les formations en personne. Donc, nous avons développé cette capsule-là qui s'appelle la cyberintimidation et qui touche, bien sûr, les enjeux des élèves nouvellement arrivés et des autres élèves aussi qui vivent l'intimidation par la technologie. Et on sait que les élèves nouvellement arrivés, ils sont susceptibles de vivre l'intimidation racialisée et toutes sortes de systèmes de discrimination et d'injustice dans les lieux
leurs écoles. Donc, on aimerait bien vous montrer cette capsule-là, puis après ça, nous pouvons en discuter. Merci. Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule numéro 2. Aujourd'hui, on parle de la cyberintimidation. La cyberintimidation est une agression psychologique et une agression verbale. Psychologique parce qu'on joue avec les sentiments d'une personne et verbale parce que des mots sont utilisés à travers texto, à travers Snapchat, à travers Instagram, à travers Facebook, ça peut être par courriel, tout ce qui se passe derrière un écran. Donc, on va vous montrer un petit sketch et on va en parler plus en détail après. Donc, pour vous mettre en contexte, Teddy va jouer le rôle de James, Janine va jouer le rôle de Jenny, Liliane va jouer le rôle de Regina et moi, je vais jouer le rôle de Isela. Donc, nous sommes un groupe de 4 amis et on garde contact dans un groupe chat à travers iMessage. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, action! Je ne suis pas certain si je devrais poster cette photo sur Instagram. Je vais demander à mes amis. Wow! Les couleurs sont tellement belles. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il porte? Je dois montrer aux filles. Je vais aller prendre un verre d'eau. Oh, message de Regina. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il porte? Elles ont raison. Mes vêtements ne sont pas à la mode. C'est pour cette raison que personne ne veut s'abonner à mon Instagram. Je fais vraiment honte. Je me sens tellement stupide. Je ne vais même pas aller à l'école demain. Je me sens vraiment triste. 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 Wow! Si je décide de les appuyer, Jim se sentirait triste, exclu, et son estime de soi baisserait. Je ne peux pas.
Je ne veux pas participer à ça. Je suis vraiment pas d'accord. Elle a raison. Et les couleurs sont pas aussi pires que ça. Oh, ils ont pas rapport. Merci, ça fait vraiment chaud au cœur. Je crois que je vais la poster bientôt sur Instagram. Beaucoup de personnes n'aiment pas les gestes d'intimidation et ne veulent pas que ces choses arrivent. Ces personnes-là, on les appelle les témoins. On va regarder ensemble ce qui est arrivé dans la situation. On va commencer par qui était présent. Donc, il y a James qui se fait intimider. Il y a Isela et Jenny qui sont des témoins. Il y a Regina qui intimide. Et il y a le père à James. Donc, on peut voir que ça crée un triangle. D'après vous, qui a le plus de pouvoir dans la situation? Certains diraient Regina, parce que c'est elle qui intimide et qui fait peur à tout le monde. Certains diraient l'adulte. Et oui, les adultes ont du pouvoir, mais les personnes qui ont le plus de pouvoir dans cette situation sont les témoins, parce que c'est eux qui ont le pouvoir de changer la situation. Et normalement, les témoins sont beaucoup plus nombreux, donc ils peuvent se rassembler pour faire quelque chose. Maintenant qu'on sait que les témoins ont plus de pouvoir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Dans le sketch, Isela a décidé de confronter Regina. Ça prend beaucoup de courage de s'affirmer à la personne qui intimide. Ils peuvent aller voir un adulte de confiance. Les adultes sont là pour nous aider. Et ça peut arriver qu'un adulte ne nous écoute pas. Dans ce cas-là, vous pouvez juste aller voir un autre adulte qui est prêt à vous écouter et en qui vous avez confiance. Les témoins peuvent aussi parler directement à la personne qui se fait intimider. Cette personne se sent seule. Elle pense que tout le monde est contre lui ou contre elle. Elle ou il se sent exclu. C'est important de lui faire savoir qu'on est là pour lui et qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Regina aussi a besoin d'aide. Elle a besoin de comprendre que ce qu'elle fait n'est pas correct, que ses mots et ses gestes blessent les autres. Donc l'école pourrait s'impliquer pour aider Regina, peut-être contacter ses parents pour l'aider à commencer un processus de changement. Il y a tellement de stratégies possibles. Les flèches pourraient aller dans tous les sens. En tant que témoin, on pourrait avoir peur d'être la prochaine cible. Et c'est normal. Personne ne veut se faire intimider. Mais comment on se sentirait si la personne qui se fait intimider ne vient plus à l'école, s'isole? Et des fois, malheureusement, ça peut aller jusqu'au suicide. Moi, je pense qu'on se sentirait coupable de ne pas avoir agi. Pour prévenir que les choses s'aggravent, pour prévenir que quelqu'un ait envie de s'enlever la vie, vous pouvez utiliser toutes les stratégies qu'on a présentées et bien plus encore. Ça prend beaucoup de courage de prendre action dans une situation d'intimidation ou de cyberintimidation. Si tu as besoin d'en parler de façon anonyme, anonyme, ça veut dire que tu n'as pas besoin de donner ton nom ni aucune information personnelle. Voici le numéro de Jeunesse J'écoute. Une ligne disponible pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et c'est anonyme.
J'espère que vous avez profité de cette capsule. À la prochaine! Donc, l'approche que le COPA national utilise est la pierre angulaire de tous nos programmes que nous avons, c'est basé sur les droits. Le droit d'être en sécurité, fort et libre. Le droit d'être en sécurité, c'est pour que je me sente qui je suis. Je n'ai pas peur et je ne suis pas en danger. Le droit d'être forte, c'est on parle de la force physique et de la force à l'intérieur que nous, dans le langage d'adulte, on appelle ça nos instincts. Nos instincts, c'est comme c'est l'indication pour me dire si je me sens à l'aise, si je suis en sécurité ou si je ne me sens pas en sécurité. Et des fois, on n'écoute pas nos instincts et on va vivre beaucoup d'agressions jusqu'au temps que nous allons avoir le courage, c'est ça qu'on appelle ça, le courage, la force à l'intérieur pour faire ou dire quelque chose. Quelquefois, il y a des personnes qui dépassent leurs limites, qui envahissent nos espaces personnels. Et ça, c'est quelque chose, on va le ressentir à l'intérieur de nous-mêmes. Là, mais si je me sens vraiment pas bien, si je me sens vraiment mal à l'aise, donc c'est le moment où j'ai besoin de faire ou de dire quand je suis prête et quand j'ai le courage de le faire. Le troisième droit, c'est le droit d'être libre. Le droit d'être libre, c'est j'ai les choix et j'ai des décisions à faire dans la situation si je me rends compte que je ne me sens pas en sécurité, que je me sens vraiment à l'aise, pas n'importe quoi qui arrive, je vais avoir, j'ai besoin d'écouter mes instincts et réfléchir, qu'est-ce que je peux faire dans la situation. Donc, les trois droits, c'est, comme je dis, sont très simples, mais très profonds, parce que si un des droits est enlevé, ça veut dire que je vis une agression. Donc, nous apprenons les trois droits de l'âge de 3 ans, de l'âge préscolaire jusqu'à la 12e année. Avec cette base-là, avec les trois droits, il y a des responsabilités qui viennent avec. Donc, nous avons le droit d'être en sécurité forte et fort et libre, mais nous avons une responsabilité qui accompagne ce droit-là. Si quelqu'un me dit un mot qui enlève ma sécurité, qu'est-ce que je peux faire pour renforcer ma capacité pour s'en sortir de la situation? Donc, avec le droit de, par exemple, la parole, on a le droit de parler, mais on a le droit aussi de ne pas insulter, de ne pas juger une autre personne. Sinon, la personne ne va pas se sentir en sécurité. J'ai le droit d'être libre, mais j'ai besoin aussi, j'ai une responsabilité de ne pas enlever la liberté de quelqu'un d'autre. Donc, avec ce concept-là, le programme DTE, nos programmes de prévention sont basés sur cette pierre angulaire qui va nous aider à savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans la situation. Donc, nous avons aussi beaucoup de programmes en lien avec le programme DTE. Lorsqu'on offre les programmes de prévention des agressions, nous l'offrons aussi au TE sur notre pouvoir dans l'adversité qui parle sur la santé mentale et comment nous pouvons gérer nos stress d'une façon positive. Nous avons des programmes pour gérer la colère, nous avons des programmes pour garder notre espace personnel, notre bulle, et comment notre bulle peut changer selon le contexte, selon la situation. Nous avons des programmes pour aussi soutenir les élèves s'ils vivent des agressions à caractère sexuel. Tous nos programmes, nous avons une approche communautaire. Et un atelier, on a besoin d'offrir un atelier au personnel, aux parents et après ça, les ateliers aux élèves. Donc, c'est pour ça que lorsque nous invitons nos TE dans nos ateliers, nous allons aussi leur donner beaucoup plus d'outils pour qu'ils puissent soutenir les familles nouvellement arrivées, les élèves nouvellement arrivés qui vivent toutes sortes d'injustices. Le COPA aussi offre un atelier au personnel sur le traumatisme de guerre pour sensibiliser le personnel des écoles lorsqu'ils travaillent avec des familles nouvellement arrivées, avec des enfants, de reconnaître qu'est-ce que l'enfant, quelle était l'expérience de la famille et de l'enfant lorsqu'il a été exposé dans un pays de guerre, soit direct,
soit indirect. Donc, le COPA national, aussi dans la coordination provinciale, peut jouer ce rôle-là de sensibiliser le personnel des écoles pour qu'on n'opprime pas les élèves nouvellement arrivés et pour qu'on puisse les mettre en lien avec la travailleur en établissement afin de les aider à avoir des outils et aussi de vivre en toute sécurité. Je peux vous parler d'autres programmes de prévention si vous êtes intéressé, peut-être avant la fin de la présentation. Nous avons développé cette ressource-là avec le Nouveau-Brunswick qui nous ont demandé d'avoir une charte de l'école accueillante et inclusive. Donc, je pensais juste de vous la montrer, comment ils ont demandé d'avoir 3 niveaux pour qu'on puisse travailler sur nous-mêmes, sur notre appartenance ethnique, notre culture, dans tous nos programmes, malgré notre ethnicité, notre religion, notre orientation sexuelle, notre statut économique, social, tout le monde a le droit de se sentir en sécurité. Mais comme je dis, on a besoin de vraiment travailler sur nous-mêmes pour bâtir des outils afin de pouvoir vivre en paix avec soi-même. Donc, cette charte-là, ils ont décidé de le mettre pour qu'ils puissent avoir une vision collective. Et lorsqu'ils terminent chaque niveau, donc à ce moment-là, ils vont, niveau 1, c'est sonder le terrain, jeter les bases et créer une vision collective. Niveau 2, c'est bâtir les capacités et renforcer la voix. Niveau 3, c'est, je pense, établir une culture accueillante et favoriser une participation équitable. Donc, pour travailler, nous avons la même chose. On a besoin de mettre un plan d'action à court terme, à moyen terme, à long terme. Comme dans nos formations, nous avons des formations qui s'appellent Changer son monde. Ça, c'est pour lutter contre le racisme, le sexisme, l'homophobie. On offre aux parents, on l'offre aussi au personnel. Toute une journée en présentiel, 3 heures virtuelles, où à la fin, le personnel va établir une vision et un plan d'action pour qu'ils puissent rendre leur milieu scolaire un milieu où chaque personne se sent, où il y a la promotion de l'équité et l'inclusion, se sent incluse et sécuritaire pour chaque élève, pour chaque personne dans l'école. Nous avons la formation aussi, l'intimidation, c'est du sérieux, c'est un atelier aux élèves de 4e, 6e. Nous avons aussi pour le personnel le pouvoir de changer une formation de sensibilisation et d'intervention pour qu'ils puissent aider les enfants qui sont intimidés à avoir les outils de s'en sortir de la situation, les enfants qui intimident pour développer l'empathie et changer leur comportement. C'est le premier pas vers le changement. Et troisième chose, pour responsabiliser les témoins et leur donner de jouer le rôle de leader afin de rendre leur milieu scolaire un milieu où chaque personne se sent en sécurité. Donc, nous avons des gammes de prévention qui rentrent en lien avec les enjeux des élèves nouvellement arrivés. C'est la meilleure pratique que nous pouvons l'offrir au sein de nos écoles, au sein de nos communautés et aussi avec le soutien des travailleurs en établissement. Ça, c'est un pamphlet ou une affiche pour expliquer aux parents qu'est-ce que c'est le programme des travailleurs en établissement dans les écoles. Donc, c'est quoi le rôle des TI? Il y en a beaucoup et ça porte beaucoup de confusion, qu'on ne sait pas c'est quoi le TI, est-ce qu'il joue le rôle de travailleur social? Non, le rôle de TE, c'est complètement différent. C'est pour aiguiller, pour orienter et pour aider les familles et les élèves, pour les aider à s'épanouir et à s'intégrer dans leur milieu scolaire. S'adresse aux parents, aux familles et aussi à qu'est-ce que les bénéfices de la famille et de l'enfant quand ils vont utiliser les services du programme des travailleurs en établissement dans les écoles. Nous avons parlé un tout petit peu de ces initiatives qui découlent du programme des travailleurs en établissement. C'est ça, Anna, Jonah et Annie. Donc, si vous avez des questions, ça me fait tellement plaisir à la fin de la présentation de pouvoir répondre à vos besoins et à vos questions.
Et ici, nous avons 6 ou 5 sites web. Nationalcopa.com, c'est là où vous allez retrouver tous les programmes de prévention des agressions et pour les élèves, pour les parents, pour le personnel, les tutrices et les tuteurs. Copa Habitat, c'est un site web que nous avons développé aux parents et dans le Copa Habitat, il y a des volets sur la prévention, c'est des capsules que nous avons et parlent de la prévention de l'intimidation et des capsules qui parlent de l'engagement des parents dans la vie scolaire de leurs enfants. Donc, c'est ça, prévention de l'intimidation, engagement des parents. Nous avons aussi des comptes et boîtes à outils que nous avons développés. Vous pouvez les télécharger. Si je reviens à la prévention de l'intimidation et l'engagement des parents, nous avons traduit les capsules à 5 langues, l'anglais, français, l'arabe, mandarin et l'espagnol. Donc ici, si vous cliquez sur les familles capsules, vous allez voir 13 capsules et lire avec nos enfants. Il y a la vidéo et il y a un guide. Le guide, c'est le message narratif plus des questions. Si vous voulez animer une capsule, mais il y a des questions en tant que personnel, vous pouvez le poser aux enfants et en tant que parent, vous pouvez le poser à vos enfants. Donc, et puis, ça va vous donner des outils basés sur l'autonomisation. Tous nos outils sont basés sur le renforcement des capacités individuelles selon le courage, selon si la personne est prête ou prêt de faire face à une situation. Donc, l'autonomisation individuelle ainsi que l'autonomisation collective qui fait un changement et une mobilisation dans la communauté. Bien-être à l'école, c'est un site web que nous l'avons développé avec la Fédération des enseignantes et enseignants de l'Ontario depuis 2007. C'est pour le personnel des écoles, mais tout le monde peut avoir accès, où nous avons des modules de formation. On a 3 modules de formation. Un module sur l'intimidation, l'autre sur l'équité et l'inclusion, et la troisième, c'est parents et partenaires pour la prévention. Et la quatrième, 4 modules, c'est l'autonomisation des jeunes et la voix des jeunes, très important. Avec les modules, il y a des ressources qui viennent avec chaque module. Donc, si on clique sur les ressources à côté, on va voir qu'il y a la ressource « Je t'écoute ». Ça, c'est une ressource d'intervention si les élèves subissent des agressions à caractère sexuel. Quels sont le plan d'intervention que nous pouvons utiliser en respectant leurs droits et leurs choix pour s'en sortir de la situation. Nous avons le consentement, c'est un outil qui a été développé et financé du ministère de l'Éducation de l'Ontario, un outil de consentement il y a 3 éléments qui sont très importants pour qu'on puisse vraiment garder une relation saine et égalitaire lors des fréquentations dans les écoles secondaires ou aussi aux adultes. Ressources sur l'intimidation, nous avons des ressources sur l'intimidation, un film. L'intimidation, c'est du sérieux. C'est un film de sensibilisation, mais aussi il y a des outils, de beaux témoignages des adultes, des parents, des élèves. Nous avons la ressource sur l'équité et l'éducation. Il y a un film qui s'appelle « J'ai quelque chose à dire pour contrer les injustices du racisme, sexisme et l'homophobie ». Et nous avons aussi l'Alliance gay-hétéro dans les écoles, des lexiques et aussi les termes de qu'est-ce que ça veut dire chaque terme. Ça commence avec toi, c'est un site web qui est maintenant en voie de le finaliser avec un nouveau look pour les hommes d'ambassadeurs de l'équité, de l'inclusion. Ça commence avec toi, c'est une campagne où les hommes, ils ont joué, ils sont des alliés, ils sont un modèle accessible aux garçons pour contrer la socialisation traditionnelle
et afin de réduire la violence faite aux femmes et aussi pour établir une relation saine et égalitaire. Donc, nous avons des ambassadeurs de l'équité et l'inclusion, puis c'est un site web qui nous tient beaucoup, beaucoup à cœur parce qu'ensemble, nous allons pouvoir améliorer notre monde. Le cinquième site web, c'était ontario.ca. Ça, c'est pour le programme des travailleuses et travailleurs en Ontario, où nous avons toutes les ressources que le COPA national a développées dans le cadre de ce programme depuis 2009 jusqu'au 2022. Nous avons un film qui s'appelle Entre deux mondes. Cette année, nous allons mettre à jour ce film-là pour que ça reflète aussi à la réalité dans laquelle les familles nouvellement arrivées, surtout pendant la pandémie. Donc, il y aura une nouvelle version qui sera développée très, très bientôt. Nous avons des ressources pour les parents nouvellement arrivés, des ressources pour les alliés, pour les TE, pour les élèves et les familles nouvellement arrivées. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Ça, nous avons le même atelier, nous l'avons présenté lors de la conférence Métropolis qui a eu lieu la semaine dernière. Nous avons été très chanceuses et chanceux de vraiment d'avoir des organismes communautaires anglophones et francophones qui veulent même que le COPA national devienne la coordination nationale dans le programme des TE. Donc, chaque province, nous allons jouer un rôle de mentorat à cause de toute notre expertise dans ce domaine et qui dure plus que 12 à 13 ans maintenant. Donc, nous allons jouer le rôle de mentorat pour aider les nouveaux fournisseurs de services à travers le Canada s'ils ont besoin de soutien, de mentorat, ou aussi si nous pouvons jouer un rôle au-delà de ça. Ça nous fait tellement plaisir de pouvoir travailler et d'établir des partenaires à l'échelle nationale dans les 10 provinces, dans les 3 territoires, parce que de partager nos ressources, de ne pas réinventer les formations. Notre programme est un programme avec une approche interculturelle féministe et aussi qui touche l'intersectionnalité, qui va pouvoir répondre aux besoins de nos groupes marginalisés dans la société. Dernière chose que j'aimerais bien dire aussi, que nous avons développé des ressources pour la communauté des Premières Nations, des Inuits et Métis. Nous avons travaillé avec la communauté sur une consultation où nous avons développé les capsules sur l'intimidation et l'engagement des parents pour que ça réponde à la culture et à la fierté des Premières Nations, des Métis, des Inuits et des peuples autochtones. Donc, je vous encourage de visiter nos sites web et de vraiment explorer toutes les belles ressources que nous avons et développer et que nous continuons encore à développer d'autres pour les nouvelles formations sur l'humilité interculturelle, sur la vidéo et sur tout autre atelier et programme dans le cours de nos projets, les programmes de prévention des agressions ainsi que le programme DTI. Donc, je pense que j'ai fait quand même la présentation qui a duré 60 minutes. Je suis prête de prendre vos questions s'il y en a. Je peux rester jusqu'à 2h15. Et un grand merci, Rhonda, d'avoir respecté le temps exactement 60 minutes. Un grand merci. Je vais passer la parole maintenant à Yolande pour voir si nous avons reçu des questions. Si vous ne l'avez pas encore fait, parce que je sais que moi aussi, j'étais captivé par les messages que Rhonda a partagés avec nous. Donc, si c'était le cas aussi et vous n'avez pas eu le temps d'écrire, c'est maintenant le temps de le faire. Écrivez vos questions et Yolande pourra les lire pour vous. Alors, je vois qu'il n'y a pas encore de questions, mais sinon, je passe la parole à Yolande. J'ai reçu des questions, j'en ai 4. Il y a d'autres questions que Rhonda a déjà répondu, mais je vais quand même le lire. C'est au niveau en tant qu'organisme, comment on peut devenir fournisseur de services et avoir des TE au sein de son organisme? Ça, c'est la première question. Je ne sais pas si tu veux que je procède par question.
Oui, j'aimerais bien répondre à ça. Vous allez suivre les sites web de l'immigration. Lorsqu'il y a des appels d'offres dans votre région, allez-y et faites une demande pour que vous soyez le fournisseur de services. IRCC, comment il fonctionne? IRCC, il fonctionne selon le nombre de familles nouvellement arrivées dans la région. Donc, ils ont des critères, par exemple, pour pouvoir offrir et pour pouvoir établir un lien avec un fournisseur de services, peut-être le critère, c'est 100 familles nouvellement arrivées. Donc, vous pouvez faire, j'aimerais bien vraiment vous aider à avoir cette chance-là. Faites une étude des cas. Comme nous, quand nous avons développé le programme DTE, on l'avait développé, on ne l'a pas traduit de l'anglais en français parce que ça ne répond pas à tous les enjeux dont j'ai parlé. On avait fait une concertation avec 110 personnes. J'ai participé au rapport de la recherche, de la consultation en Ontario pour développer le programme basé sur les besoins, sur la demande et quels sont les outils que nous pouvons faire pour diminuer les injustices et pour aider les familles nouvellement arrivées à s'intégrer. Donc, faites une demande, une étude de besoins dans votre région pour que vous puissiez le présenter lorsqu'il y a des demandes, un appel d'offres de la part de l'immigration. Et comme ça, selon le nombre de familles nouvellement arrivées dans votre région et les écoles, ils vont pouvoir vous répondre. Merci, Rhonda. Il y a une autre question qui demande, qu'est-ce qui vous a motivé à mettre à l'avant le modèle masculin pour les jeunes arrivants? Masculin, parce qu'on a parlé du site web, ça commence par toi. Oui. Et qu'est-ce qui a motivé le COPA? Oui, qui a motivé le COPA parce que le COPA a une approche féministe tout d'abord. L'approche féministe, ça veut dire qu'on reconnaît dans notre société que les groupes des femmes, les groupes des enfants, les groupes de jeunes, ils sont plus vulnérables aux agressions. Ils ont moins de pouvoir. Donc, une approche féministe, ça ne veut dire pas qu'on déteste les hommes. Ça veut dire que nous allons donner des outils aux groupes qui sont plus vulnérables aux agressions, d'acquérir des outils pour pouvoir s'en sortir de la situation. C'est pour ça que quand j'ai parlé de la force physique, nous incluons les outils autodéfense dans tous nos programmes pour donner des outils aux garçons et aux filles de la maternelle jusqu'à la 6e année de s'en sortir s'il y a des personnes, des adultes qui enlèvent leurs droits de la sécurité. Donc, ça, c'est une chose qu'est-ce que c'est une approche féministe? C'est de donner le pouvoir d'un groupe avec les outils nécessaires. Deuxième chose, pourquoi on a développé pour les hommes? Parce que dans notre équipe, nous avons des hommes qui veulent travailler pour réduire la violence faite aux femmes, qui veulent contrer la socialisation traditionnelle où on met beaucoup de pression sociale sur qu'est-ce que c'est un vrai homme, qu'est-ce que c'est une vraie femme. Il y en a qui veulent aussi établir une relation saine, égalitaire et jouer le rôle de modèle accessible et positif aux garçons pour que les garçons apprennent à respecter les droits des filles et de tout le monde s'ils voient un homme qui respecte les droits de tout le monde. Donc, c'est pour ça que nous avons développé et on est très fiers d'avoir des hommes comme lui, il fait partie de notre équipe. Nous avons aussi Denis, un agent de soutien dans le programme DTE et dans notre équipe parce que pour vraiment montrer aussi l'égalité d'établir la relation saine et égalitaire dans notre organisme. Merci, Rhonda. Et il y a une question, donc il y a deux questions qui se ressemblent. Donc, je vais dire de faire la différence. Qui embauche les TE? Est-ce que c'est le COPA ou c'est un autre? Et puis, quelles sont les compétences qu'on va exiger, c'est ce qu'ils ont dit, pour être TE? Ça, c'est vous avez de belles questions. Qui embauche les TE, ce n'est pas le COPA. Nous sommes la coordination provinciale qui offre le soutien. À chaque fois, c'est les fournisseurs de services dans la région. Les fournisseurs de services, ils peuvent être un organisme communautaire ou un conseil scolaire qui a eu le contrat de IRCC pour avoir une équipe d'été et de travailleurs en établissement dans les écoles.
lorsque le fournisseur de services embauche leur TEE, ils vont faire un appel à la coordination provinciale pour qu'on puisse offrir les 3 jours exhaustifs de formation aux nouvelles et nouveaux TEE dans le domaine. Deuxième question, quelles sont les exigences? Les exigences, d'abord, on demande combien d'années ils sont, s'ils sont immigrants ou immigrantes, combien d'années ça fait qu'ils sont au Canada, parce que c'est important que les TE aussi s'intègrent dans la nouvelle société. S'il y a des TE qui, ça fait 2 mois, qu'ils arrivent au Canada, puis on va les embaucher. Mais d'abord, les TE ont besoin de s'intégrer, de comprendre le fonctionnement de la société, de comprendre le système d'éducation, de travailler sur l'identité et la crise identitaire que nous allons faire face lorsqu'on arrive. Donc, on ne peut pas être les meilleurs TE si ça ne fait pas au moins minimum, je veux dire, entre 2 à 2 ans minimum dans la société canadienne. Deuxième chose, il y a beaucoup d'organismes qui cherchent les langues. Combien de langues ils parlent selon le groupe des familles nouvellement arrivées. Donc, dans notre 50 TE, nous avons plus que 30 langues parlées par les TE. L'arabe, l'espagnol, l'lingala, le créole, tout dépend de les familles nouvellement arrivées dans la région. Merci beaucoup, Rhonda. Il y a une autre question, c'est avec les alliés. Anna, oui? D'après les évaluations que vous faites auprès des élèves, selon vous, qu'est-ce qu'ils vous ont dit que ça a été avantageux pour eux, le fait de suivre l'initiative Anna? Quels sont les témoignages qu'ils donnent? Les témoignages, on les visite aussi après les formations. La coordination provinciale donne des formations tous les ans, mais il y a des suivis que nous allons dans les écoles de ces alliés-là pour écouter leurs succès et les défis en tant qu'alliés. Et on voit, à chaque fois, on leur donne des formations de renforcement de capacité et ils partagent que suite à la formation des alliés, ils ont eu des emplois de leadership dans des camps d'été, ils ont eu des emplois de leadership ailleurs dans les organismes. Ils sentent la joie quand ils ont aidé un élève nouvellement arrivé à avoir des amis, à ne pas vivre l'exclusion racialisée, à l'aider à s'épanouir, à réussir. On entend toutes sortes de belles histoires de réussite que grâce aux alliés et grâce au soutien des TE qui les encadrent, vraiment, on a le plaisir de savoir que les alliés, leur leadership à chaque fois est beaucoup plus renforcé et grâce à toutes les formations qu'on leur donne avec les suivis. Et la dernière question, merci Rhonda, c'est que comment faire pour faire le partenariat avec Copa National? Juste donnez-moi vos coordonnées, puis avec Louis qui est responsable des relations publiques et moi-même et Yolande qui est la directrice du programme des travailleuses et travailleurs en établissement en Ontario, nous allons pouvoir vous rencontrer virtuellement et nous allons pouvoir travailler ensemble pour vous soutenir, pour jouer le rôle de mentorat, pour qu'on puisse vraiment être là, de vous appuyer si vous avez besoin de ce soutien-là. Ça nous fait tellement plaisir de laisser vos coordonnées avec Yolande dans le chat avec lui et soyez sûrs que nous allons vous contacter. Avez-vous un newsletter? Il y a Sonali, elle m'avait dit qu'il y a 2 questions dans l'audience. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Elle a dit, we have 2 audience questions. J'ai répondu. Je suis en train de compiler toutes les questions. Et c'est la question, il y en a d'autres que je reçois directement, c'est le newsletter. Pour recevoir les informations du Copa National. Donc, peut-être, lui, il pourrait mettre le lien pour que les gens puissent recevoir les bulletins ou les newsletters du Copa National. Et si vous voulez aussi, c'est ça, vous pouvez remplir le lien et ça nous fait tellement plaisir de vous envoyer tout ce qu'on fait et toutes les ressources, les nouvelles et les anciennes et les blogs et les bulletins au fur et à mesure.
En fait, pour l'instant, j'ai plus de questions. J'en ai plus. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui ont des questions. Il nous reste 5 minutes, disons 6 minutes. Je sais que c'est dans 1 heure. J'ai vraiment fait le lien entre le programme DTE, les liens du programme de prévention des agressions, le cœur de notre approche qui est la base angulaire. Donc, toutes ces choses-là, ça nous fait vraiment un organisme qui est tellement solide, qui est tellement équipé et que nous avons 27 ans dans ce domaine de recherche, dans ce domaine de travailler avec tous les groupes marginalisés dans notre société. Ça nous fait tellement plaisir d'établir le partenariat avec vous et de commencer à vraiment partager avec vous toutes nos connaissances, nos formations, nos ateliers et nos ressources. S'il n'y a pas d'autres questions de mon côté et au nom du COPA national, j'aimerais bien vraiment vous remercier beaucoup. Je vous souhaite une bonne chance, bonne continuation avec P2P et espérons que nous allons pouvoir écouter les belles nouvelles et que vous restiez en contact avec nous. Je donne la parole à Louis, peut-être pour clôturer la formation. Miguesh, Niawen, merci. Merci Randa, merci Yolande, merci à toutes les participantes et tous les participants et merci à vos questions. Cet atelier ou cette présentation a été enregistrée. Vous pourrez la recevoir même après la fin de la conférence. N'hésitez pas de visiter notre kiosque et comme l'a mentionné Randa, nous adorons les questions. Alors, n'hésitez pas à nous écrire pour la moindre question. Sur ceci, nous vous souhaitons toutes et tous un agréable après-midi. Au revoir. Merci.